Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc, on va vous présenter un webinaire sur l'absentéisme de vos salariés, comment contrôler et contester les arrêts de travail abusifs. Alors, pardon. Donc, je suis avec Sophie Trevet qui est avocate et donc moi-même, Karine Dumas, Medical Partner. Donc, Medical Partner, c'est 36 ans d'ancienneté dans la gestion de l'absentéisme. Nous sommes 5 personnes à gérer à travailler dans l'entreprise. On fait du contrôle médical employeur, de l'expertise, de la prévention. On touche tous les secteurs d'activité et toutes sortes de structures. Donc, voilà. On organise essentiellement du contrôle médical employeur, que ce soit des contrôles classiques ou du contrôle AT. Je vous expliquerai un petit peu. On fait de la prévention en entreprise, du diagnostic, on fait de la vaccination aussi pour la vaccination anti-grippe principalement sur la fin de l'année dans les entreprises pour réduire aussi l'absentéisme. Donc voilà, Sophie, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Trevet. Je suis avocate en contentieux de la sécurité sociale, tout ce qui est accident du travail et maladie professionnelle depuis longtemps. J'ai une particularité pour ma part, c'est que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en entreprise. Donc, j'ai une bonne visibilité de ce qui est les exigences, les problématiques rencontrées par les employeurs au quotidien. Donc, j'ai intégré le cabinet ALD Avocat, qui est un cabinet d'affaires pluridisciplinaire et qui, en fait, est prioritairement travaille avec des entreprises et nous intervenons sur la partie donc accident du travail, maladie professionnelle de A à Z, c'est-à-dire que de la déclaration jusqu'au refus de prise en charge de préférence, et s'il y a prise en charge jusqu'à l'inopposabilité, l'objectif est le gain financier, l'optimisation des taux accident du travail, mais on fait également de la gestion d'absentéisme avec Medical Partner, et on fait aussi du droit pénal du travail et de la faute inexcusable de l'employeur. Donc en fait, on fait tous les aspects de ce contentieux. Donc on s'était dit que avec Medical Partner, avec tout notre savoir-faire, un petit rappel des basiques sur comment gérer les absences. Et surtout, en fait, on sait très bien, enfin, on sait que vous avez des salariés, l'arrêt est justifié et qu'il n'y a pas de problème. Et d'autres où vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que donc il faut vérifier. Et la loi vous permet, en tant qu'employeur, de venir vérifier si l'arrêt est justifié ou non. Et donc, vous avez différents outils. On s'est dit qu'il était bien de revenir sur les basiques et de vous présenter les outils de base qui s'offrent à vous. 3 outils. Je vous le fais rapide parce qu'après, Karine aura le plaisir de vous détailler tout ça. Et moi, je terminerai sur le contentieux, et ma partie, hein. Sinon ce serait pas drôle. Le contrôle médical classique, c'est le cas simple. Vous voulez savoir si l'arrêt est justifié, si le salarié est bien malade, s'il est bien chez lui, et que donc c'est normal que vous l'indemnisiez pendant son absence. Souvent, la grande majorité, c'est des cas où vous faites des contrôles pour des arrêts maladie de droit commun. Pour le contrôle AT, alors c'est en fait sur la loi, il est parlé uniquement de contre-visite médicale. Il n'y a pas de terminologie particulière. Medical Partner fait 2 étapes distinctes pour vous apporter plus d'effets qui se coulent du contrôle. La contre-visite médicale, c'est prévu que ce soit uniquement de savoir si l'arrêt est justifié, oui ou non, ou si le salarié était chez lui, oui ou non. Mais le contrôle AT ou maladie professionnelle vous permet d'avoir plus d'informations. Vous avez les réponses aux questions précédentes pour le contrôle médical classique, mais vous avez la possibilité d'obtenir des réponses supplémentaires à vos questions que vous posez au médecin. Ça, Karine détaillera sur ce point. Et aussi de savoir si c'est bien en lien avec l'accident du travail. C'est principalement sur des cas d'accident du travail. Et si c'est en lien ou pas, quand est-ce qu'il y a possibilité de reprise? Et si ce n'est pas en lien avec l'accident du travail, ou plus en lien, avec quoi c'est en lien? Et savoir ce que vous pouvez dire et faire sur le cadre de votre salarié. On vous conseille de gérer ce type de problématique sur les 2 contrôles
le plus vite possible. N'attendez pas 2 ou 3 ans d'arrêt, même si vous en aurez des cas et qu'en fait, on va vous en parler tout de même. C'est moins simple parce que les personnes, eh ben, elle est partie, elle est sortie, elle est d'une manière indirecte sortie de vos effectifs. Vous avez moins de contacts et c'est beaucoup plus difficile de vous dire, bah, au bout de 2 ou 3 ans, grâce à un contrôle, il va revenir. Et ça va être easy, tout facile en celle enfin, coup d'épée de magique. Non, ça serait trop bien, mais c'est pas le cas. D'autant plus que vous avez la règle de base qui est que vous ne pouvez faire de contrôle que s'il y a un droit à complément de salaire ou par la prévoyance. S'il n'y a pas ce droit, alors droit A, pas versement effectif, droit A, vous ne pouvez pas faire de contrôle. Donc faites très attention, sinon vous êtes dans l'illégalité. Malheureusement, ça c'est une chose que moi je dois vous rappeler, qu'il faut le faire dans cette période. Donc rarement après 2 ans ou 3 ans d'arrêt, plus dans les premiers mois. Et là, ces outils sont beaucoup plus efficaces. Et reste le dernier, dont je vous parlerai plus en détail tout à l'heure, c'est le recours, le contentieux, où vous avez possibilité de contester les jours d'arrêt de travail. Il y a des juridictions prévues pour. Le but, par contre, eh bien, ce n'est que pour obtenir de la remboursement de cotisations URSSAF vis-à-vis de votre taux accident du travail. Malheureusement, ça n'aura pas d'impact sur votre gestion au quotidien RH. Donc, il faudra faire vraiment très attention sur ce point. Je vous propose de lancer les hostilités sur le contrôle médical classique. Karine, à vous. Merci Sophie. Donc là, je vais vous expliquer, on va rappeler ce qu'est le contrôle médical employeur. Classique, nous, ce qu'on appelle chez nous le contrôle. Alors, le principe, c'est que quand une personne est en arrêt maladie, l'employeur paye un complément de salaire. Donc, le salarié qui est en arrêt, il est rémunéré une partie par la sécurité sociale qu'on appelle les IJ et l'autre partie pendant une durée déterminée, souvent, et sous condition, le complément de salaire. Alors, il faut savoir que les conditions, d'abord, c'est la loi du travail, puis les conventions. Donc, peut y avoir des jours de carence et en fonction des conventions, il n'y a pas forcément de jours de carence, c'est pris au premier jour. Et après, ça va dépendre, ça va être sur les 3, voire 6 mois de l'arrêt de travail. Donc là, vous pouvez lancer un contrôle si vous le souhaitez en respectant les heures, mais je vous expliquerai un petit peu par la suite comment le lancer. Ça va permettre à vous, en tant qu'employeur, de vérifier l'existence et la véracité de la pathologie du salarié qui est en arrêt maladie et s'il respecte les règles de l'arrêt maladie. Alors, quand est-ce que vous pouvez utiliser ce contrôle médical? Eh bien, dès que vous recevez l'arrêt, vous pouvez lancer un contrôle. On parle d'un arrêt maladie, mais d'un accident de travail, d'un accident de trajet, de maladie professionnelle. Du moment où le salarié est en arrêt, vous pouvez lancer un contrôle. Bien entendu, au titre du complément de salaire. Alors, pour rappel, c'est la loi de mensualisation de 1978. Voilà. Intéressant. Oui. Alors, il y a eu des décrets, il y a eu pas mal de choses qui sont pas forcément récentes. J'avoue qu'on a des fois des jurisprudences qui datent il y a plus de 20 ans, mais elles sont toujours d'actualité malgré tout. Donc voilà, et ça va vous permettre d'encourager le retour des salariés à reprendre leur travail. Alors, il y a eu des sociétés qui nous ont dit, juste pour vous donner un petit peu un retour de ceux qui lancent et ceux qui ne lancent pas de contrôle. On a une structure au niveau national qui a plusieurs agences dans toute la France. Sur certaines structures, elles lancent des contrôles. Sur d'autres, ils ne lancent pas de contrôle. Et en fait, ils se sont aperçus sur leurs statistiques que les salariés dans les structures, les agences où ils lancent des contrôles, les durées d'arrêt sur l'année sont beaucoup plus réduites que les agences qui lancent du contrôle médical employeur. Donc, parfois, on peut dire oui, mais j'ai beaucoup d'arrêts qui sont justifiés, mais il faut savoir que ça réduit la durée des arrêts de travail.
Ça veut dire parce que tout le monde enfin les autres salariés sont au courant qu'il y a du contrôle qui s'effectue. Donc ils se disent, ah ben, si mon arrêt en réalité est moyennement justifié, ben finalement ils reviennent plus vite. Et donc ça a un effet sociétal, enfin organisationnel et managérial. Et il faut communiquer sur ça, sur les contrôles réalisés. Après, effectivement, vous verrez, la statistique, c'est que c'est souvent les arrêts sont justifiés. Mais le salarié sait que vous surveillez, que vous êtes présent et que vous ne laissez pas faire. Et ça vraiment, ça change la donne qu'on voit, nous, sur la gestion de l'absentéisme au quotidien. C'est un vrai atout. Alors, souvent, je le dis à mes clients, à mes prospects, quand ils lancent un contrôle, pour nous, pour le médecin et pour l'employeur, il faut vraiment contextualiser la situation du pourquoi vous lancez un contrôle. En fait, afin de garantir une évaluation complète et objective de la situation, il est crucial de communiquer à nos médecins l'ensemble des éléments ayant motivé la mise en place de ce contrôle médical. En fait, il faut bien nous dire pourquoi vous lancez un contrôle pour que les médecins puissent avoir votre version et aussi parce que sinon, ils n'auront que la version du côté salarié. J'ai un exemple tout récent. J'ai un médecin qui a fait un contrôle médical et il n'avait aucun élément. Il a justifié l'arrêt. Pour lui, c'était logique. Le salarié est arrivé avec quelques éléments, c'est dire, il a justifié l'arrêt. L'employeur, il a relancé un contrôle et là, je lui ai dit, mais vous n'aviez pas contextualisé. Alors, c'est vrai qu'au départ, il n'était pas très content. Et je lui ai dit, mais vous ne m'avez pas contextualisé, vous n'avez pas donné tous les éléments. Donc, nous, on n'a rien fourni au médecin. Et du coup, par la suite, il a relancé un contrôle, on a fourni les éléments. Et là, le médecin nous a clairement dit, déjà, c'était non justifié. Mais il nous a dit, si moi j'avais eu tous ces éléments, alors bien sûr c'était des faits, hein. C'était pas des doutes, c'était des faits. L'employeur nous a tout transmis, on a transmis au médecin, c'est revenu non justifié. Il s'avère que par rapport à tout ça, la CPAM, alors c'était un accident de travail, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident de travail aussi. Bien. Donc en fait c'est vraiment important pour nous, c'est le premier conseil que je vais donner à mes clients ou à mes prospects. Il faut contextualiser la demande. Vraiment, c'est important. Et pour vous, et pour le médecin, voilà, c'est vraiment très important. Vous avez possibilité de contextualiser sur les problèmes de gestion RH, parce qu'il y a eu un refus de congé, un problème relationnel, que vous savez qu'il y avait il y a une situation conflictuelle. Ça, c'est et que tout d'un coup, il est en arrêt, la personne est en arrêt maladie alors que vous lui avez refusé les congés l'avant-veille. Ça, enfin voilà, tous ces aspects-là, c'est une contextualisation. Bon, c'est pas pour autant si l'aléa fait que, en réalité, l'arrêt est justifié, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des données d'ordre médical sur la situation. Vous avez possibilité d'obtenir ces éléments-là et de les transmettre à Medical Partner, et parce que c'est le médecin, donc il n'y a pas de difficulté. Si vous savez qu'en réalité, la personne, elle avait des problèmes de santé qui n'avaient rien à voir, notamment dans l'accident du travail, n'hésitez pas à l'indiquer, où il n'y a pas de problème de secret médical qui vous puisse vous être opposé dans vos relations entre votre salarié et vous, ou entre vous et Medical Partner ou le médecin, il n'y a pas de difficulté sur ça, puisque vous n'êtes pas médecin. Donc, le secret médical ne vous est pas opposable et applicable. Vous, vous êtes tenu uniquement au respect de la vie privée du salarié et de tout le monde. Mais si le salarié vous a dit des données personnelles et que ça va avec le fait qu'il voulait partir en vacances et que vous ne pouvez pas lui accorder les congés, c'est la même chose que pour des données médicales. Eh bien, vous pouvez transmettre l'information et vous dire, bah là, effectivement, la personne en réalité n'est pas malade ou c'est plein de situations. Donc, vous avez possibilité de ne vous restreignez pas en vous disant, je ne sais pas si je peux utiliser telle ou telle chose. Vous pouvez le faire. Par contre, effectivement, quand vous n'avez pas d'information, zéro information, et vous dites, j'ai des doutes et on lance un contrôle parce que ça me semble bien long, ben, on peut faire le contrôle, hein, mais ce sera moins facile. Et si le médecin vous dit l'arrêt justifié, vous ne le comprendrez pas.
Donc, c'est bien de pouvoir vraiment d'avoir des informations et pouvoir que ça vous est utile dans le cadre d'une gestion d'absentéisme du salarié. Car si vous n'avez pas ces éléments, on vous conseille vivement de commencer par appeler le salarié, de lui demander comment ça va, d'avoir des informations et après de lancer le contrôle. Karine. Alors, je vais vous expliquer les principales étapes d'un contrôle médical alors, chez nous, on a un espace client. L'employeur fait sa demande via son espace client. Il y a un suivi sur tout le long de la demande de contrôle. Donc, vous allez saisir votre demande de contrôle. Elle va nous arriver. Nous allons nous occuper de votre demande. Et nous allons rechercher un médecin dans la zone du salarié. Donc, on va organiser le contrôle en fonction des heures de sortie et de l'adresse du salarié. Je vous expliquerai par la suite les différentes heures de sortie qu'il peut y avoir sur un arrêt de travail. Donc, on va rechercher un médecin. On va transmettre la mission avec tous les éléments que vous nous aurez communiqués au médecin contrôleur. Une fois que alors si c'est sur rendez-vous ou par surprise au domicile, le médecin va procéder à ce contrôle-là et ensuite nous retransmettre le résultat qu'on va vous retransmettre le plus rapidement possible. Déjà, une partie, ce sera ce qu'on appelle, nous, des conclusions administratives. Et par la suite, le mandat signé de la main du médecin. Et c'est grâce à ce mandat que vous pourrez agir lors d'un constat de fraude d'un arrêt de travail. Il faut savoir aussi que normalement, tous les médecins doivent envoyer à la CPM tous les résultats frauduleux. Honnêtement, nos médecins, ils ne le font pas. Donc, nous, on a pris parti de le faire à leur place. On a les mails sécurisés des CPAM, du service contrôle. Et du coup, on transmet les mails directement au CPAM. Alors, juste pour la petite information, on transmet les mails. On n'a pas forcément de retour des CPM directement, mais il faut savoir que, par exemple, on a eu un retour d'un contrôle au mois de mars. La CPM a pris en compte le résultat et a suspendu directement les IG de la personne. Donc, ça marche. Ça marche. Alors, au niveau des heures de sortie, il y a trois cas sur un arrêt de travail. Soit c'est coché sortie autorisée, oui. Et sortie autorisée ne veut pas dire sortie libre, mais sortie autorisée veut dire présence obligatoire. C'est-à-dire que l'assuré doit être présent à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h. Ça sera un contrôle surprise. Il peut y avoir aussi coché sortie sans restriction, oui. Du moment où si cette case est cochée, oui, sans restriction, c'est un contrôle sur rendez-vous. La personne a le droit de sortir toute la journée. Attention, elle n'a pas le droit de découcher, de quitter le département sans autorisation de la CPM et de vous l'avoir fournie. C'est obligatoire. Ce qu'on revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'adresse du salarié doit être notée. Si elle n'est pas notée, c'est ce que vous avez en paye. Donc, s'il a quitté le département, ça lui incombe, vous avez fait ce qu'il fallait. Et vous avez ce qu'on appelle, alors ce qui était rare avant le Covid, des sorties non autorisées, c'est pour des maladies contagieuses. Alors, on en a eu beaucoup après le Covid. Il faut savoir que là, depuis quelques semaines, on en a beaucoup de retours. Le Covid est de retour. Alors, on a des cas de coqueluche dans la région Rhône-Alpes. Alors, voilà. Mais il faut savoir que c'est pour normalement des pathologies contagieuses. Et ça nous surprend, même nous, en tant que gestionnaire de contrôle, d'en avoir. On a toujours des doutes, mais ça revient. Donc, ça veut dire que la personne, elle n'a pas le droit de sortir. Bon, alors, il faut savoir que sur un arrêt de longue durée, s'il y a des sorties non autorisées,
Il faut quand même qu'elle puisse aller à la pharmacie. Elle a quand même le droit d'aller faire ses courses. Enfin, voilà, il faut faire attention aussi avec ces horaires-là. Je m'en méfie toujours un petit peu. Je préconise quand même de faire le contrôle en heure présence malgré tout. Au moins, il n'y aura pas trop de situations voilà, délicates par la suite. Alors, c'est pareil, au niveau des heures de sortie libres sans restriction, on a trois façons de fonctionner. Vous avez le contrôle directement sur rendez-vous, aucun problème. On prend contact avec le salarié, on lui notifie le rendez-vous du contrôle, qui peut être fait au cabinet ou au domicile du salarié. Oui, du salarié. On s'est aperçu ces dernières années que il y a beaucoup d'employeurs qui nous disaient non, mais moi je veux pas qu'ils soient avertis, ce qu'on peut comprendre. Donc on a mis en place le contrôle successif. C'est-à-dire que le médecin passe n'importe quand dans la journée. Alors souvent aux heures de repas, il arrive à y aller ou en fin de journée. C'est là où les gens sont plus susceptibles d'être chez eux. Et du coup, il va procéder à un premier contrôle par surprise. S'il est présent, tant mieux, aucun problème. On a le droit de procéder, le médecin a le droit de procéder au contrôle. Ça fait un effet de surprise. Par contre, s'il est absent, du coup, il est obligé de lui laisser un rendez-vous et d'y retourner ou de convoquer au cabinet en fonction dans les 24, 48, voire 72 heures vraiment maximum. Donc, c'est au risque d'avoir deux contrôles sur le salarié. Et il existe une note de service parce qu'il existe une jurisprudence qui stipule que tout salarié qui a des heures de sortie libre doit fournir à son employeur une plage horaire auquel il est susceptible d'être contrôlé. S'il ne le fait pas, l'employeur a le droit de partir sur des heures de présence. Alors, c'est un décret. On peut dire, Sophie, que nul n'est censé ignorer la loi, mais je pense que même en tant qu'avocate… Ouais, non, mais en fait, ces horaires, c'était plus pour les médecins contrôleurs de la caisse de la sécurité sociale, enfin, à une époque quand ils se déplaçaient. Et c'est plus pour eux. Mais ça a un intérêt aussi pour les employeurs. Oui, puisqu'elle est passée, voilà, du coup, en fait, elle était passée en jurisprudence sur un… alors, du coup, alors, voilà, ce qu'on préconise aux entreprises, c'est de diffuser cette note de service, soit de la mettre à l'affichage. Moi, ce que je dis, c'est vraiment, avec les fiches de paye, c'est un document qu'on peut, avec la fiche de paye qu'on va lire. Et Vous l'intégrer dans le règlement intérieur? Voilà, j'ai des sociétés qui l'ont intégré dans le règlement intérieur. Donc, voilà. Du coup, le salarié ne fournit pas de plage horaire. Exemple, quand il a un arrêt de travail, qui vous le fournit et qu'il a des heures sans restriction d'horaire, il doit vous dire, je suis contrôlable tous les jours. Et attention, c'est bien tous les jours qu'on est malade. Normalement, du lundi au dimanche, mais on ne fait pas de contrôle le dimanche, mais ça peut être le samedi. Par exemple, de 9h à 11h ou de midi à 14h. Et le médecin, on lui dit, il faudra y aller pendant cette plage horaire-là, par surprise. Et si vous ne fournissez pas cette plage horaire et que la note a été diffusée, vous nous dites, on part sur des heures de présence, contrôle surprise. Donc, voilà. Alors, vous inquiétez pas, je vois qu'il y a des questions, mais on reviendra sur les questions par la suite. Hein. Dans le contrôle médical classique, il existe 6 résultats de contrôle. Le contrôle justifié, avec éventuellement reprise à l'issue ou prolongation à prévoir. Le contrôle justifié avec une reprise éventuellement anticipée. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, alors on voit un petit peu moins, mais quelqu'un qui a une gastro-entérite pendant 10 jours, le médecin, où il va au bout du quatrième jour et que ça va mieux, il peut lui mettre une reprise anticipée parce qu'on n'a pas 10 jours d'arrêt de travail pour une gastro-entérite. Voilà l'exemple type qu'il peut y avoir. Une adresse erronée ou incomplète. Alors, c'est quand, et c'est souvent le cas dans les grandes métropoles, les codes d'accès, les noms sur les interphones ou autres. Il faut savoir que le salarié a le devoir de fournir son adresse la plus complète possible. Ça lui incombe. Donc, c'est un contrôle suspensif du complément de salaire. Une absence. Ça a été confirmé par la jurisprudence. Hein. Pas d'inquiétude. La suspension possible. Une absence en dehors de ses heures de présence ou une absence, même s'il était le contrôle sur rendez-vous et que la personne n'était pas là.
un refus de contrôle. Le salarié nous dit clairement ou dit au médecin clairement, je refuse le contrôle médical. Et le contrôle non médicalement justifié. Ça, c'est des cas de suspension du complément de salaire, toujours une demi-journée après le contrôle, jusqu'à la fin de l'arrêt en cours. Du moment où le salarié est prolongé, il reprend ses droits et toujours informer son salarié qu'il y a une suspension du complément de salaire par lettre recommandée avec accusé réception. Nous fournissons gratuitement, je vous rappelle, les modèles de lettres. Donc, il y a juste à nous appeler et à vous les demander. On vous les fournit en modèle Word pour que vous puissiez les adapter. Donc, l'intérêt des contrôles, pour pouvoir, au cas où il y a une suspension possible du complément de salaire, de le faire en début d'arrêt et pas en fin d'arrêt. Parce que si finalement il vous reste 2 jours, vous gagnez 1 journée et demie. Et après, dès lors que la personne est prolongée, c'est fini. Finalement, vous avez pas beaucoup gagné parce que malgré tout, financièrement, le but, c'est de faire revenir le salarié. Et s'il perd une partie de son complément de salaire, nécessairement, ça fait un peu de mal. Et donc, ça fait réfléchir. Donc, de penser de faire plutôt en tout début d'arrêt et pas sur des cours d'arrêt de travail, parce qu'après, le temps d'organiser, c'est trop tard. Donc, sur des périodes plus à 1 semaine et de faire en tout début. Voilà, ça, c'est notre conseil opérationnel. On a eu des experts expérience. Sophie, j'ai une petite question là et je vais quand même la poser parce qu'elle est vraiment en lien avec le contrôle médical. Est-ce que du coup, cette réglementation du contrôle médical, elle est applicable en Alsace-Lorraine? Oui, alors effectivement, l'Alsace-Moselle a une réglementation dérogatoire tout le temps, mais je crois que oui. Alors, je n'ai pas souvenance qu'en loi 78, ils aient pensé que l'Alsace-Moselle avait une… Alors, juste, effectivement, il y a une dérogation normalement. Effectivement, vous pouvez lancer un contrôle médical, mais vous ne pourrez pas suspendre le complément de salaire. C'est ça. Voilà. C'est ça, là, oui, effectivement. Alors, juste pour vous dire, oui, vous pouvez lancer, mais effectivement, non, juridiquement, vous ne pourrez pas suspendre le complément de salaire. Il faut savoir que même si vous suspendez le complément de salaire et que vous allez au prud'homme, ça peut générer une jurisprudence aussi. Donc, il pourrait faire un cas d'école et amener à modifier cette loi. Non, mais non, mais ça vaut le coup. Ça vaut quand même le coup de faire du contrôle en espérant qu'il y ait une retombée au niveau de la gestion du personnel. C'est-à-dire que le salarié, s'il sait que l'arrêt n'était pas justifié ou qu'il y avait une notion d'absence, qu'il n'était pas là à son domicile alors qu'il aurait dû, eh bien, vous avez possibilité de le contacter et de lui dire, voilà, le résultat du contrôle, c'est ça. Donc, il n'y a pas de suspension du complément de salaire, soit, mais vous pouvez le faire reprendre par le contact téléphonique et de la gestion du personnel que vous pratiquez au quotidien. Et donc ça, c'est fait que l'Alsace-Moselle, malheureusement, ça n'évite pas toutes les dérogations. Mais bien vu, Karine, j'avais oublié cette histoire de… voilà, et en Alsace-Moselle, c'est plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. Juste pour info, les contrôles CPM se font uniquement dans leurs locaux. Il faut savoir qu'ils ont très peu de médecins à la CPM. Eux aussi sont en difficulté. Alors, je dirais qu'il y a 40 ans, effectivement, ils se déplaçaient au domicile. Aujourd'hui, ils ne se déplacent plus. Par contre, depuis le Covid, il y a eu un système qui s'est mis en place, c'est de la gestion par téléphone. Ils vont appeler les salariés, leur demander toute la pathologie, les examens qui sont en cours, et ils font un suivi éventuellement par téléphone pour certains salariés. Alors, comment ils ciblent honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre, ça je ne sais pas. Mais il faut savoir que non, les médecins de la CPM ne se déplacent plus il y a très longtemps au domicile des salariés. Alors, imaginez depuis le Covid où ils ont eu des mois de retard. C'est encore pire. Et ils sont plus sur les arrêts maladie, parce que ça coûte à la communauté, et beaucoup moins sur les accidents du travail qui sont payés par les employeurs. Donc, en fait, vous n'avez quasiment aucun contrôle
inopiné, enfin, du médecin de conseil de la caisse pour vérifier que l'arrêt est justifié. Ils vont vérifier l'état de consolidation. À un moment donné, il va bien falloir qu'ils le fassent. Mais sinon, ils ne vérifient rien et ils laissent parce que l'employeur paye. Donc, c'est à l'employeur d'être plus diligent et vigilant sur les salariés en arrêt de travail, accident du travail, qui est d'où le fait d'avoir enfin, créé un contrôle spécifique AT un peu plus dur et un peu plus profitable pour les employeurs. Que je vais vous expliquer tout de suite. Merci pour la liaison, Sophie. Alors, effectivement, il existe normalement que le contrôle, nous, ce qu'on appelle chez nous classique. Et puis, à force d'avoir des retours des employeurs qui nous disent, oui, j'ai un salarié qui est en arrêt, qui est en accident de travail. Moi, j'aimerais savoir si vraiment sa pathologie elle est en lien avec la T, parce que il est arrivé le matin, il s'est soi-disant tordu la cheville juste en passant le dépôt, et puis en fait, ce week-end, il joue au foot, quoi. Donc, je veux voir si éventuellement il y a un lien ou il y a plein d'autres exemples. Et du coup, on a demandé à nos médecins s'ils seraient d'accord de répondre un petit peu plus poussé sur des accidents de travail. Donc, on a mis en place le contrôle spécifique AT. Alors, c'est le même principe, je dirais, que le contrôle classique. Simplement, ça sera un contrôle uniquement sur rendez-vous. C'est plus avantageux pour vous, puisque s'il y a une absence du salarié, ça va rien vous apporter et ça va pas répondre à vos questions. Donc, il vaut mieux le faire sur rendez-vous, ce contrôle. Et ça sera pour vérifier l'existence d'une pathologie et si elle est en lien ou non. C'est ce que je vous disais avec l'accident du travail. On va demander aussi à notre médecin contrôleur s'il y a éventuellement une date de consolidation à prévoir, une date de reprise à prévoir. Il peut y avoir une reprise et pas forcément une date tout de suite de consolidation, puisqu'il peut y avoir des soins. Mais voilà. Mais du coup, ça apporte un petit peu plus de réponses. Il s'est avéré que, effectivement, on a eu des retours où les accidents de travail, ils avaient été déclarés, mais c'était pas la même pathologie ou que le salarié il est en arrêt. Donc, c'était plus en lien avec un accident de travail, mais plutôt une maladie. La date fixée par le médecin contrôleur en date de consolidation ou date de reprise n'est pas opposable à la CPM tant que le médecin conseil de la caisse n'est pas d'accord. L'idée, c'est de provoquer la reprise du salarié qui se dit, bon, OK, effectivement, ou qui se passe en arrêt maladie. Et là, c'est déjà favorable. Mais ça n'est pas d'office parce que vous avez le papier du médecin contrôleur que tout est bon et c'est fini. C'est la première étape avant plein d'autres étapes. Alors, ce que je vous conseille d'utiliser cet accident de travail, c'est ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est d'utiliser le plus tôt possible. Quand le salarié est en arrêt, se met en accident. Et l'objectif est d'obtenir des informations plus détaillées, du coup, pour contester la reconnaissance à caractère professionnel de l'arrêt de travail. Alors, le principe, c'est le même que le contrôle classique, hein, on est d'accord, sauf que là, nous allons faire un contrôle sur rendez-vous uniquement. On va informer le salarié qui a un contrôle. On lui demande d'amener tous les éléments qui sont en lien avec la pathologie et le médecin va pouvoir procéder à ce contrôle. Il nous remet les résultats une fois que c'est terminé. S'il y a un constat de fraude, c'est pareil, on fait suivre à la CPAM, même si c'est en accident de travail. Même si c'était en maladie professionnelle, en accident de travail ou autre, tout constat de médecin d'arrêt frauduleux est transmis à la CPM. Il y avait eu une tentative de réforme il n'y a pas longtemps avec la loi santé, enfin la loi de financement de la sécurité sociale, où l'idée c'était de dire que si le médecin contrôleur constatait que l'arrêt n'était pas justifié, et donc c'était très bien sur les accidents du travail, la CPM devait en prendre acte d'office. Alors évidemment, cet article a été abrogé, il n'a même pas été amendé, il est même sorti du projet, puisqu'il ne voulait pas que ce soit d'office, mais une possibilité éventuelle de la caisse primaire donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la caisse primaire fasse des miracles. Il faut absolument que le contact se fasse avec le salarié et que quand vous avez l'information que l'arrêt n'est pas justifié ou qu'il n'est pas en lien avec l'accident, de prévenir le salarié, de lui écrire, de l'appeler
et qui reviennent. C'est-à-dire qu'il va voir son médecin et il fait un certificat médical final, accident du travail ou maladie professionnelle, il passe en arrêt maladie où il reprend. C'est la meilleure technique. Et là, certificat médical final, lit la médecin conseil de la caisse qui doit trancher. Donc là, il faut prendre les choses en main. Au niveau des arrêts maladie, la sécurité sociale devrait éventuellement être un peu plus intéressée sur les accidents du travail. Je vous garantis, par expérience, qu'il faut vraiment tenir la main de la sécurité sociale. Ça se fait pas tout seul. Et on parlait des questions, enfin, que vous pouvez poser via le médecin. Alors, le médecin contrôleur, malgré tout, lui, il y a un secret, il est tenu au secret médical, donc il vous donnera des informations plus poussées, mais il ne vous donnera pas tous les détails croustillants. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit vous qui récupériez les éléments pour que ça soit plus facile au médecin contrôleur de vous dire effectivement c'est plus en lien avec l'accident et que vous sachiez pourquoi, parce que vous avez obtenu des informations. Et la meilleure technique, c'est d'obtenir auprès du salarié, des collègues, dès la survenance de l'accident, quand vous déclarez l'accident, vous avez 48 heures pour le déclarer, vous avez 10 jours pour faire des réserves, vous en parler. Et de ce fait-là, c'est le moment où jamais d'obtenir toutes les informations utiles pour contester l'accident et pour contester l'arrêt de travail. Alors, des fois, la première arrêt de travail est justifié, hein, mais ça ne vous empêche pas de le faire plus tard. Mais là, obtenez des informations utiles tout de suite pour arriver à comprendre ce qui va se passer et pouvoir orienter le contrôle AT de manière efficace. Et on disait de le faire le plus tôt possible aussi, donc pas parce qu'il y a la déclaration, mais parce que sur les AT, le salarié, au niveau des indemnités journalières, on est à 60% pendant les 28 premiers jours et au 29e, c'est 80% du brut moins CSG, CRDS. Donc, en fait, il arrive très vite à un net selon votre catégorie sociale de vos salariés. La prévoyance va se faire très vite, ne complète que 3,50 €. Hein. Allez, 3,70 €, mais pas beaucoup plus. Et donc, en fait, là, vous n'aurez plus de quoi vous dire, bah, il y a un effet suspensif et donc je peux suspendre le complément de salaire, ça va le faire revenir parce qu'il y a un effet indirect sanction pécuniaire. Mais en fait, plus sur les accidents du travail et maladies professionnelles, pas du tout. Alors que les arrêts maladie, vous avez une période de carence et c'est une prise en charge de 50% pour la sécurité sociale, sauf si vous subrogez. Mais malgré tout, les salariés, ils savent qu'ils sont bien plus protégés pour les IJSS en accident du travail et maladie professionnelle. Donc, il faut le faire le plus vite possible, de manière justifiée. Hein. Si la personne elle a une fracture, elle est dans le coma ou elle a très très mal, j'ai eu un cas où on m'avait dit on peut faire un contrôle, il a une fracture du bras. Ouais, eh bien, elle est dans le plâtre, hein, je vais aller me renseigner. Donc, s'il a le bras dans le plâtre, il va avoir du mal à un arrêt non justifié et revenir. Donc, on va attendre un peu. Donc, évidemment, il faut rester logique, hein, il faut que ce soit médicalement intelligent de lancer un contrôle, de ne pas le faire pour le faire. Mais malheureusement, vous êtes tenu par ces critères de conditions du complément de salaire et d'une logique de ne pas le faire 3 ans plus tard parce que là, effectivement, ça a beaucoup moins d'intérêt. Et donc, de savoir ce qu'a votre salarié, c'est la clé. Que ça soit un arrêt maladie ou un arrêt accident du travail pour que le contrôle médical soit efficace et que vous obteniez un médicalement non justifié. En réalité, c'est l'objectif. Karine. Alors, je me suis lancée là, ça y est. Que les règles des 3 résultats de contrôle en accident de travail, mais bon, vous en avez un petit peu parlé, donc c'est juste l'arrêt médicalement justifié, il est bien en lien avec l'accident de travail, il n'y a aucun problème. L'arrêt, il est justifié, mais il n'est plus en lien avec l'accident de travail, il peut être en lien avec une maladie éventuellement, et l'arrêt n'est plus justifié. Il faut savoir que, je vais rebondir juste par rapport à ce que vous disiez, Sophie, effectivement, il y a eu des changements dans la loi de mensualisation. Ils voulaient mettre qu'on transmette tous les non justifiés, que la CPM suspende directement les IJ. Il faut savoir que quand il y a des non justifiés, on a eu le retour, ils n'ont pas convoqué le salarié, ils ont pris en compte le résultat directement. C'est le cas que je vous parlais tout à l'heure. C'était non justifié, ils ont suspendu sans voir le salarié, mais c'était l'arrêt maladie. Hein. Mais voilà. D'accord, c'est ça. Hein. Quand même, oui, c'était l'arrêt maladie. Il y en a quand même en accident du travail, oui, mais ce n'est pas la grande majorité. Hein. Ça, c'est sûr que. Donc, moi, je rebondis sur les arrêts médicalement justifiés qui sont plus en lien avec l'accident du travail et savoir ce que vous pouvez en faire.
Alors, sur les notions de réserve, en réalité, le fait que l'arrêt n'est pas justifié n'est pas un motif de réserve en tant que tel. Ça n'intéressera pas la sécurité sociale. Tout l'accident du travail, ils veulent savoir si c'est un vrai accident ou un faux accident, et c'est tout ce qui les intéresse. Vous, sauf si le contrôle vous permet de dire que c'est un problème purement personnel qui n'a rien à voir avec un accident du travail, et là, ça vaut le coup. Mais il faut l'avoir fait dans la période où il faut faire des réserves, et vous avez un délai très, très court qui est de 10 jours. C'est calendaire à partir du moment précis où la déclaration est partie sur notre entreprise, sur le compte entreprise. Donc, c'est très court. Vous pouvez le faire éventuellement dans le cadre de l'instruction, puisqu'il s'il y a eu instruction parce que vous avez fait des réserves, parce qu'il y a suffisamment de doutes, la caisse primaire va vous envoyer un questionnaire, il va y avoir des échanges. Là, vous pouvez encore dire, attendez, nous, on a fait un contrôle et il y a un éléphant rose dans le couloir, puisque l'arrêt n'est pas en rapport avec l'action du travail, c'est le médecin contrôleur qui nous dit. Mais à la base, il faut vraiment faire attention que le fait de faire des réserves en disant l'arrêt est trop long ou ça me semble suspect, ça marche pas. Il faut dire que la lésion est un motif d'ordre personnel qui n'a rien à voir avec le fait d'être tombé, le fait d'être moi, j'ai eu un cas, la personne, elle m'a dit qu'elle avait fait un malaise, et en réalité, c'est parce qu'elle avait fait la fête pendant un festival, pendant tout le week-end. Donc, effectivement, sa fatigue et son malaise a été lié à son week-end festif et pas au travail. Et donc, alors ça, je l'ai su parce que j'ai appelé la dame et qu'elle me l'a avoué. Mais dans le cadre d'un contrôle, on aurait pu le savoir également. Et là, l'accident a été refusé. Mais il faut bien réussir à faire la part des choses entre les deux situations et l'utilisation des réserves et du contrôle. Alors, je vois qu'il y a Marion Mewas qui a levé la main. Je ne sais pas ce que ça Non, peut. mais je fais suivre. Oui, oui, vous inquiétez pas. D'accord. Ok. Ouais. Je vois. Alors, le recours contentieux. Alors, là, on parlait sur les contrôles qui est dans le quotidien des arrêts de travail que vous recevez. Vous avez un arrêt maladie, un arrêt accident du travail, maladie professionnelle. Vous avez des informations d'ordre médical ou personnel au niveau gestion RH salarié. Vous savez que l'arrêt en tant que tel devrait s'être arrêté ou qu'il y a une action à faire là-dessus. Moi, sur les recours contentieux, évidemment, ça vient en écho au fait que les contrôles ont donné quelque chose, surtout sur les recours contentieux ne font pas sur les arrêts maladie, hein, parce qu'on n'a pas c'est le pot commun qui paye. Ça ne marche que sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles, et uniquement sur ça, puisque l'employeur cotise très cher sur les AT-MP. Et donc, en contrepartie de ces cotisations, l'État a accepté, donc par le Code de la sécurité sociale, d'octroyer un pouvoir de vérification de l'employeur, après avoir payé souvent, mais tant pis. Et donc, vous pouvez, souvent donc très a posteriori, venir toquer à la porte de la caisse primaire en disant dis donc, ça me paraissait bien long ces arrêts, expliquez-moi. Et l'objectif, c'est uniquement financier. C'est d'obtenir la réduction des jours d'arrêt et donc une réduction du taux de cotisation et un remboursement par l'URSSAF d'une partie des cotisations indûment payées. Ça n'a malheureusement aucun impact sur le quotidien de la gestion du personnel, de votre personnel. Si finalement, après, je préfère commencer par ça, après je vous détaille, hein, je vous assure, vous vous êtes dit, bah, finalement, on a eu un recours et l'arrêt, c'était pas 300 jours, mais 30 jours, ça m'arrive. Donc, au niveau du licenciement, c'était pas de l'AT, mais de la maladie, ou il nous doit nous rembourser les compléments de salaire AT, eh bien non. Malheureusement, vous, pour la gestion du personnel, vous avez bien eu 300 jours d'arrêt et un licenciement pour inaptitude physique suite à l'accident du travail. Si par contre, dans le cadre du contentieux que je vous propose sur les arrêts de travail, l'expert judiciaire a dit, ben non, finalement, c'était 30 jours, le médecin conseil a fait n'importe quoi, ça arrive souvent, eh bien, ce n'a qu'impact que sur vos cotisations. Mais malgré tout, comme vous payez vos cotisations sur votre masse salariale, je vous garantis que quand vous passez de 300 jours à 30 jours, au niveau du remboursement URSSAF, ça fait beaucoup de bien. Donc, ça vaut le coup.
Et ça permet, dans le cas où vous avez eu un contrôle AT et que vous vous êtes rendu compte que l'arrêt n'était plus en rapport avec l'accident ou qu'il aurait dû avoir une reprise anticipée et que la caisse primaire n'a pas réagi, ce qui arrive malheureusement assez souvent, ou que le salarié, comme ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, avait donc un arrêt non justifié et devait reprendre en AT. Donc, c'était en rapport avec l'AT, mais le médecin contrôleur a dit, l'arrêt n'est plus justifié. Eh bien, on l'a convoqué au médecin du travail, puisque le délai l'arrêt était supérieur à 30 jours. Et le médecin du travail lui a gentiment dit de rentrer chez elle et de se remettre en arrêt. Et là, ça arrive, effectivement, que le salarié se dise, non, finalement, je vais me remettre en arrêt. Dans les cas comme ça, on a une folle envie de refaire un contrôle. Faites attention, là, moi, dans mon cas, on n'a pas fait, puisque il y avait un grand problème RH derrière, donc il faut prendre des pincettes, donc on n'a pas fait. Mais dans les cas, vous avez ce genre de situation, et donc vous dites, là, en fait, la personne en fait, se moque. Elle a le droit de s'être remise en arrêt parce que le médecin du travail n'a pas constaté l'aptitude, même avec restriction, donc on est coincé. Mais on a saisi la commission médicale de recours amiable. Donc, c'est mon contentieux qui est donc composé par un recours précontentieux et un recours judiciaire qui permettent d'essayer de comprendre pourquoi, alors qu'elle avait un contrôle, pourquoi les arrêts sont aussi longs. Et ça permet aussi, sur ces contentieux, de savoir quand vous n'avez eu aucune information, que les contrôles, l'arrêt est justifié, que finalement les certificats médicaux transmis par le salarié, ils sont non descriptifs, malheureusement, comme souvent. N'hésitez pas à essayer d'obtenir ce qui a marqué, les descriptions qui a marqué sur les arrêts de travail. Vous avez le droit, ce n'est pas secret médical, puisque c'est le droit à la vie privée. Si le salarié vous le lit ou vous transmet le premier feuillet, c'est qu'il accepte de vous faire entrer dans sa sphère privée. Et donc, vous avez le droit de prendre et de demander. S'il dit non, vous n'avez pas le droit d'insister, par contre, ça s'appelle du harcèlement moral. Mais quand vous n'avez aucune information, que le salarié ne vous répond pas, on a un cas actuellement, eh bien, c'est un peu désagréable de dire, mais comme on ne sait pas, en fait, je propose, c'est obligé, un contentieux pour voir. Alors, c'est 50-50, c'est-à-dire que soit, effectivement, nos médecins qui vont récupérer les informations, et c'est le but aussi, c'est de savoir, de récupérer le dossier médical. Et là, par contre, c'est secret médical, ça passe par entre médecins, de savoir si les arrêts étaient justifiés ou pas. Mon médecin va recevoir les pièces et me dira, non, finalement, c'était vrai, c'est justifié, ou me dira, ah non, finalement, c'était pas justifié. Et on va lancer un contentieux pour obtenir la réduction des jours et donc une réduction de votre taux de cotisation. Chaque sinistre, et vous le payez 3 fois, 3 années de taux. Donc, imaginez que si je passe de 300 jours à 30 jours, les 30 jours, c'est quand même pas du tout la même chose. On est l'ordre de 3 000, 4 000 euros d'imputation. 300 jours, on est l'ordre de 30 000 à 50 000 euros d'imputation de coûts que vous payez de manière sur votre taux de cotisation. C'est pas tout à fait la même chose. Fois 3, c'est beaucoup de bien d'obtenir cette réduction. Mais, comme je disais, aucun impact, par contre, sur le salarié qui, lui, est bien indemnisé sur l'intégralité de ses jours. Karine, si vous pouvez passer à la slide, merci. Suivante. Donc, on saisit une commission médicale de recours amiable. C'est un courrier. On transmet tous les éléments utiles, genre notamment le contrôle AT, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, en me disant la personne n'est pas revenue alors que le contrôle AT disait que l'arrêt n'était pas justifié. Je désigne un médecin. Ce sont des médecins consultants experts qui sont pro en contentieux, accident du travail, maladie professionnelle. C'est les meilleurs sur la place de Paris et en même temps sur la France entière, parce que souvent, ils se baladent avec moi partout. L'idée par cette commission médicale de recours amiable qui est obligatoire, si on ne le fait pas, on est coincé. On a 5 ans, il n'y a pas de délai. Parce que sur les accidents du travail, sur les réserves, déjà vous avez 10 jours. Et si vous voulez contester l'accident, vous avez 2 mois à la prise en charge. Pas tout à fait la même chose, mais je vous conseille, parce que si vous obtenez la possibilité que vous contestez l'accident, s'il est pris en charge, le salarié, c'est bien un accident du travail au niveau de la gestion du personnel, mais vous obtenez l'inopposabilité et donc le remboursement de 100% des cotisations, pas une partie qui est le contentieux devant la commission médicale de recours amiable, le contentieux sur les jours d'arrêt, où il n'y a qu'une partie qui est retirée. Mais tout à prendre. Hein. Et là, vous avez 5 ans. C'est déjà quand même beaucoup plus facile pour se retourner, surtout quand vous avez des arrêts de longue durée. Là, donc, c'est nos cas
quand vous n'avez jamais eu d'information, ça fait 2-3 ans que la personne est en arrêt, que vous finissez par probablement une inaptitude physique, avec licenciement parce que vous êtes coincé avec un indemnité de licenciement x2, beaucoup moins sympa. Et dans ces cas-là, ce contentieux-là est un échappatoire pour voir si on peut faire quelque chose. La commission médicale reste de recours amiable, soit elle donne un avis, c'est des médecins, et elle vous dit effectivement les arrêts sont justifiés, les arrêts ne sont pas justifiés, et cet avis s'impose à la caisse primaire, mais s'impose aussi à nous. Donc, on prend ce qu'il y a à prendre. Souvent, elles ont un délai de 4 mois, mais souvent ne répondent pas. Donc, on étape à l'étape judiciaire. On saisit le tribunal judiciaire pour demander une expertise et les pièces. Là, notre médecin, souvent, est censé avoir les pièces, nous dit si l'arrêt est justifié. Dans ces cas-là, on abandonne. S'il peut faire un mémoire médical, on obtient souvent une expertise médicale judiciaire. Il y a un expert qui est désigné. Les frais sont payés par la sécurité sociale depuis la dernière réforme. Ça, c'est bien, parce qu'avant, c'était l'employeur qui devait payer. C'est beaucoup moins drôle. Et les experts, souvent, on est à 80-90%, où le médecin expert se rend compte que le médecin conseil a fait n'importe quoi. C'est très souvent le cas, où il se rend compte que les arrêts n'étaient pas justifiés au titre de l'accident du travail, ou qu'il y a un état antérieur, et c'est ça la clé, et c'est ça qu'il faut qu'on trouve ensemble, avec Medicat Partners dans les contrôles, c'est cet état antérieur. Quand l'état antérieur a été aggravé par l'accident, c'est bien un accident du travail, mais à un moment donné, l'état antérieur reprend son évolution propre. Et c'est ça où la sécurité sociale ne le voit pas, parce qu'en fait, ça leur est égal, c'est l'employeur qui paye. Et donc, maintiennent jusqu'à la situation où il y a une conciliation ou une guérison. Mais la majorité du temps, l'état antérieur a repris son évolution propre. Les problèmes de dos, c'est très récurrent. La personne va porter un colis, se fera une sciatique, un colis, désolé, c'est mes cas quotidiens, se fait une sciatique ou paraphère lumbago qui va aggraver un problème de discopathie que la salariée présente à titre pour moment personnel. Le temps de l'aggravation, c'est bien un accident du travail. Dès lors que la discopathie ou la sciatique reprend son évolution propre, ce n'est plus un accident du travail. Ça doit être, les jours d'arrêt ne doivent plus être pris en compte au titre de l'accident du travail. Et c'est la majorité du temps, l'expert judiciaire le voit, ça. Et c'est ça, notre 500 jours qui passe à 30 jours ou 300 jours qui passe à 30 jours. C'est cette reprise. Donc ça, il faut absolument la récupérer. On a une décision de justice qui est exécutable. La caisse primaire, donc, peut faire appel. On peut faire appel. Dès lors qu'on a une décision de justice définitive, on prévient, c'est la CARSAT qui vous notifie les taux et l'URSSAF qui vous rembourse l'indu des cotisations. Et donc, ça vaut le coup de tenter. Parfois, malheureusement, les arrêts sont justifiés, il n'y a rien à faire. Et dans ces cas-là, eh bien, on n'ira pas. Moi, je vous conseille rarement de poursuivre pour poursuivre. Et dans ces cas-là, on abandonne, mais au moins, vous savez. Et ça, c'est pas mal aussi. Vous savez pourquoi vous avez licencié pour une aptitude physique, accident du travail, votre salarié. Et c'est plutôt utile de le savoir. Voilà, donc, non, c'est bon. Merci, Karine. Et c'est pour ça que je m'étais dit que pour l'offre spéciale à l'occasion de ce webinaire sur les différents types de moyens de contester les arrêts de travail frauduleux ou douteux que vous rencontrez, pour ma part, je vous propose un recours devant la commission médicale de recours amiable sur un dossier que vous avez, soit sur un dossier sur lequel vous avez des éléments, soit vous n'avez rien, vous êtes désespéré et que vous aimeriez bien un peu secouer le cocotier et voir ce que ça tombe, et bien c'est l'occasion. Donc sur cette étape uniquement précontentieuse, notre offre du jour. Et pour ceux qui sont présents effectivement, et bon, pour ceux qui sont présents effectivement aujourd'hui, on vous offre, nous, 30% sur le contrôle spécifique AT. Donc, n'hésitez pas lors de vos demandes à le mettre dans les éléments circonstanciels et on vous fera une réduction sur la facture globale du contrôle spécifique AT. Alors, Sophie, j'ai beaucoup de petites questions. Alors, je vais prendre les questions. Alors, je reprends. J'ai une personne qui me demande si tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est valable aussi pour la fonction publique. Alors, pour ce qui est des contrôles, la fonction publique, c'est particulier puisqu'il y a des règles. Alors, moi, pour ma part, pour le contrôle, il y a des
fonctionnaires, heureusement, qui sont contrôlés. Par contre, il faut bien regarder les conventions parce que ça va dépendre des collectivités territoriales ou pas. Enfin voilà, il faut bien regarder la réglementation de la fonction publique en fonction des collectivités. Il y a certains salariés, c'est obligatoire que fonctionnaires, pardon, c'est obligatoire que ça soit sur rendez-vous. Donc voilà, ça. Alors, dans la fonction publique, vous avez des salariés, dès lors qu'ils sont soumis à un contrat de droit du travail, vous Oui, pouvez. donc ça, pas de Dès lors souci. que c'est un fonctionnaire, sur les accidents du travail, c'est des accidents de service, avec toute une réglementation bien spécifique, il n'y a pas cette notion de médecin conseil de la caisse primaire. Enfin, dans ces cas-là, c'est plus difficile, Ben, même ça si fait- je comprends nous, que des fois, ça vaudrait le coup. on travaille avec des assurances qui surveillent par des expertises récurrentes l'évolution des pathologies, que ce soit ATMP. Alors, ayant connaissance d'une maladie professionnelle récente, est-ce que c'est malvenu de faire une contre-visite médicale, Sophie? Si vous avez un cas d'accident, enfin et que vous saviez qu'avant il y avait eu un accident, si C'est j'ai une bien maladie compris, professionnelle. professionnel. Après, il faut voir quel est le type de maladie professionnelle, parce que là, souvent, les maladies professionnelles, c'est dégénératif, donc ça dure dans le temps, donc souvent les arrêts sont beaucoup plus justifiés. Et souvent, c'est parce qu'il y a eu un accident du travail avant que finalement la sécurité sociale s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas de l'accident, mais de la maladie professionnelle. Après, c'est du cas par cas, mais faut aussi faire du contrôle sur les maladies professionnelles. Moi, j'ai du contentieux du médical où finalement on s'est rendu compte que c'était pas lié à la maladie professionnelle et que les arrêts n'étaient pas justifiés en partie. Donc, ça vaut le coup de tenter sur les maladies professionnelles. Alors, j'ai une personne qui me dit, si on fait la subrogation, lorsqu'il y a un constat de fraude, même si vous subrogez, vous devez suspendre uniquement la partie complément de salaire. Tant que la sécurité sociale vous dit de payer, vous payez, enfin qu'elle vous rembourse. Mais du moment où la sécurité sociale, elle suspend, vous recevrez un courrier obligatoirement pour vous dire qu'ils suspendent le complément de salaire. Juste, je vais rappeler une règle. Du moment où la sécurité sociale ne paye aucun NIJ, l'employeur ne paye pas de complément de salaire. Il n'a pas l'obligation de payer de complément de salaire. Donc, voilà, s'il vous paye et que vous avez lancé un contrôle de votre côté, vous continuez à verser la CPM. Et quand vous avez allez-y. Oui, allez-y, Sophie. Quand vous avez un accident du travail, le temps de l'instruction, sauf s'il y a une prise en charge immédiate, hein, vous avez l'obligation d'envoyer une attestation de salaire accident du travail. Faites attention, s'il y a une instruction que vous êtes proche du refus de prise en charge, alors si personne elle est tombée des escaliers et qu'elle s'est fracturé la jambe devant tout le monde, vous On est pouvez payer d'accord. en accident du travail, en fait pas du mal, mais enfin, s'il y a un refus, ne complétez pas en AT, ou en maladie. Enfin, faites attention, puisque si vous complétez en maladie, vous complétez de manière supplémentaire. S'il y a AT après, vous allez avoir un problème pour récupérer le delta entre votre complément maladie et les IJ payés par la sécurité sociale s'il est pris en charge en accident du travail. Donc, faites attention. Parce qu'après, il faut récupérer l'argent sur le salaire suivant. Et donc, ça génère des petites frictions au niveau du salarié. Donc, faites attention dans les cas où vous êtes sûr que c'est en AT, complétez en AT. Si vous n'êtes pas sûr, ne complétez pas en maladie. Attendez de voir. Voilà, conseil opérationnel, c'est du vécu. Euh, on va parler un petit peu de harcèlement parce que j'ai deux questions là qui parlent de harcèlement. Il y a certains salariés qui disent que la contre-visite, c'est du harcèlement. Non, c'est un droit de l'employeur, je vous dirais. Il faut respecter et le salarié doit respecter ses droits aussi en arrêt maladie, ses devoirs. Je pense que là, je vais dire, si les salariés estiment que c'est du harcèlement, il faut simplement communiquer gentiment, en leur expliquant la règle quand une personne est en arrêt de travail, ce qu'elle a le droit de faire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, et ce qu'un employeur a le droit de faire, et de ne pas faire aussi éventuellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'absentéisme, ça coûte très cher à un employeur. 1% d'absentéisme égale 2% de masse chargée à l'année. Ça coûte excessivement cher. Simplement de rappeler des chiffres, je pense que parfois ça peut faire comprendre à des salariés pourquoi vous lancez du contrôle médical.
Vous savez, on a des employeurs au téléphone, on a des médecins au téléphone et on a aussi des salariés. Moi, j'ai eu des salariés qui m'ont dit, OK, mon employeur, il contrôle, il lance du contrôle systématique. Honnêtement, mais je sais pourquoi, je suis rarement moi en arrêt de travail, mais je comprends, je sais pourquoi il lance du contrôle. Et OK, j'accepte le contrôle pour moi, mais oui, effectivement, parce que je sais que moi, j'ai des collègues qui en profitent. Donc, en fait, parfois, simplement recommuniquer sur le contrôle médical pourquoi l'employeur le lance, ça peut faire une petite piqûre de rappel. Pour ce qui est de l'autre question, je vous dirais que, alors, vous êtes en droit de lancer un deuxième contrôle sur un salarié, il n'y a pas de question de harcèlement, mais on va vous conseiller. Si un médecin va voir sur un premier contrôle qu'il a marqué que c'était justifié prolongation à prévoir, et que derrière votre salarié vous fournit une prolongation et que là vous relancez un contrôle, honnêtement, moi je vous appelle et je vous dis, ça sert à rien de lancer un contrôle aujourd'hui. Attendez un petit peu de voir peut-être une prochaine, voire attendre une prochaine prolongation pour lancer un deuxième contrôle. Je l'ai fait là il n'y a pas longtemps. J'ai dit à l'employeur, attendez septembre, parce que je sais qu'il va y avoir des soins. Je leur ai dit, fin août même, je leur ai dit, lancez le contrôle, pas tout de suite, attendez août ou septembre, mais pas tout de suite. Voilà. Il y a une notion de harcèlement uniquement si un employeur lance 3 contrôles d'affilée sur 3 mois et que le médecin a justifié avec prolongation à prévoir. Il y a une jurisprudence là-dessus. Il faut savoir qu'on surveille quand même les contrôles qui sont lancés. Si on voit que vous lancez 3 contrôles et qu'il peut y avoir du harcèlement derrière, de toute façon, on va vous appeler direct et on va vous dire ne lancez pas le contrôle. On va vous conseiller avant de lancer un contrôle. Si on ne vous appelle pas, c'est qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Effectivement, il faut être rationnel sur les contrôles. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que vous ayez des informations. C'est-à-dire que nécessairement, un contrôle bien visé, on ne pourra pas vous opposer le harcèlement. Si vous le faites au pif, uniquement parce qu'il faut le faire ou que vous dites que le salarié commence à vous embêter parce qu'il est absent et que vous visez mal parce qu'en fait, la personne, elle a un cancer. Bon, je schématise, hein. Évidemment, ça peut être très mal perçu. Donc, en fait, il faut être accompagné. C'est pas le contrôle, c'est un vrai métier. Vous pouvez l'entendre vu ce que vous raconte Karine. On voit qu'il y a une vraie expérience. Et faites-vous accompagner pour savoir si c'est astucieux ou pas. Et dans ces cas-là, vous n'aurez pas de problème de harcèlement. Enfin, qu'à personne ne vous l'opposera. Alors là, on va revenir sur les AT, les salariés. Alors attendez. Hop. Non, pardon. Si, je me suis trompée. Alors, oui, sur les AT, des réserves liées et au non-respect des règles de sécurité dans le cadre d'un AT, non-port des épis, non-respect des procédures. Les circonstances de l'AT sont-elles contrôlées, Sophie? Alors, déjà, le non-respect des règles, conditions de sécurité, le non-port des EPI n'est pas un motif de réserve. La faute du salarié n'est pas un motif de réserve et n'empêche pas l'accident la prise en charge, puisque ça relève de l'obligation de sécurité et de résultat des employeurs. Donc, c'est à vous de faire en sorte qu'il porte ses EPI et qu'il respecte les obligations de sécurité. Donc, il est tombé dans les escaliers parce qu'il a oublié d'allumer la lumière. Eh bien, c'est un accident du travail, même si votre salarié pas très futé. Mais c'est tout. Malheureusement, donc c'était pas. Et le contrôle des circonstances, quand vous faites la déclaration, c'est à vous de faire l'enquête et de savoir si vous êtes OK ou pas pas pour déclarer, parce que vous avez l'obligation de déclarer. Et ça, la question ne se pose pas. Dans tous les cas, vous déclarez, sinon vous risquez des conséquences financières très désagréables. Donc, je ne vous conseille vraiment, vraiment pas de vous dire, tiens, bon, moi, je ne vais pas déclarer. Déclarez, mais surtout enquêtez. Vérifiez quelles sont les circonstances. Et dans ces cas-là, quand vous faites la déclaration, c'est comme une feuille d'impôt. Vous êtes d'accord sur ce que vous avez indiqué. Et donc, c'est pas la caisse primaire qui va faire le travail à votre place. Vous devez prémâcher le travail de la caisse primaire et de salariés en enquêtant de manière très poussée pour pouvoir faire des réserves motivées, astucieuses et de dire à la caisse primaire, regardez, en fait, ça c'est faux, ça c'est vrai, et de mener, alors, soit à une prise en charge parce que l'accident est vrai, soit à un refus de prise en charge parce qu'en réalité, c'était du baratin. Ça arrive plein de fois. Donc, j'espère avoir été assez clair. Si un salarié ne perçoit plus de complément de salaire puisque l'arrêt est trop long, est-ce qu'on peut quand même lancer un contrôle? Alors, je vais l'aligner avec des questions qu'on me pose souvent.
on a dit tout à l'heure, s'il y a une prévoyance qui prend en charge, est-ce que s'il y a un constat de fraude, on peut suspendre la prévoyance? Oui. Alors, en fait, oui, allez-y, Sophie. non, allez-y. J'étais toute oui, moi. On a le droit, si je dirais l'employeur peut suspendre la prévoyance directement s'il y a un constat de fraude sur le contrôle médical? Non, alors ils doivent écrire ou à la prévoyance, hein. En fait, ils doivent transmettre à la prévoyance le résultat du contrôle en lui donnant donc les périodes qui doivent être suspendues, et c'est à la prévoyance. Donc, soit la prévoyance, on va le chèque, enfin, à l'habitude de payer directement le salarié, soit il passe par l'employeur et donc le bulletin de paye, mais il faut avoir vu les choses avec la prévoyance au préalable. C'est tout à fait possible. Les prévoyances ne s'y opposent pas, mais c'est de l'administratif, quoi. Il faut gérer cet aspect gestion courante avec précision. Mais il faut qu'il y ait un complément, un prévoyance payée sur les accidents du travail. Et souvent, sauf que vous avez des conventions ou des accords d'entreprise de feu de Dieu, mais souvent, il ne reste pas grand-chose, hein. C'est le problème. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas de complément, pas de contrôle. Mais après, on peut faire du contentieux. Alors, c'est souvent s'il y a de la maladie, quoi. Après, il y a toujours un impact psychologique, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. En maladie, c'est souvent un peu plus de compléments, même par la prévoyance, et même si la prévoyance ne prend en charge qu'1 euro, vous avez le droit de faire le contrôle. Après, il n'y a pas nécessairement, le but, c'est pas nécessairement de suspendre le complément de salaire, surtout s'il reste 1,50 €. C'est de faire que le contrôle fasse que la personne va revenir, ou que vous ayez un impact sur sa situation d'absence. C'est surtout ça l'intérêt du contrôle. Alors là, sur un résultat, si la personne ne se présente pas au contrôle, même si elle était sur rendez-vous, la conséquence, c'est suspension du complément de salaire, ça revient à une absence. Donc, aucun souci. Alors, est-on légalement autorisé à fournir des informations personnelles? Cas d'une salariée qui vient déposer ses arrêts à l'accueil avec une béquille, mais que certains de ses collègues ont croisé, se balade sans béquille et sans aucun handicap. Oui. Aucun problème à fournir. C'est des faits. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Peut-on licencier un salarié en arrêt maladie qui est en longue durée? Sophie, c'est pour vous. Alors, faites attention, hein, les règles sont hyper strictes. Alors, s'il y a, en droit du travail classique, s'il y a perturbation du fonctionnement de l'entreprise à cause de l'absence, que vous avez absolument besoin de remplacer la personne, que le remplacement en interne n'est pas possible, qu'il faut vraiment un recrutement, et que donc ça perturbe l'organisation de l'entreprise, oui, si ça ne perturbe pas, parce que le poste de travail n'est pas un poste absolument exceptionnel dans votre entreprise, vous ne pouvez pas, en tout cas, c'est très dangereux. Souvent, les personnes, dans ces cas-là, finiront en inaptitude et là, vous pourrez licencier. Après, il y a plein d'autres techniques qu'on peut parler, envisager, mais au téléphone, ensemble, en dehors du webinar. Peut-on refuser de prendre en considération un arrêt de travail si le salarié ne l'a pas fourni dans les 48 heures, Sophie? Non, si, mais alors, généralement, vous devez, si l'arrêt tarde à venir, alors je vais vous appeler votre salarié, hein, parce que c'est pas mal aussi de prendre contact s'il vous répond, hein, bien entendu. Ça arrive que c'est pas le cas. Et de lui demander, savoir comment il va, qu'est-ce qui se passe, où est l'arrêt. Et donc, ça permet de reprendre le lien, conserver le lien avec le salarié, hein. C'est la clé sur la gestion de l'absentéisme. Et la clé pour un bon contrôle également, parce que vous avez les informations. Et vous savez vers quoi vous orienter. Quand vous allez au pifomètre, c'est moins simple. Et donc, s'il a l'arrêt, soit il vous l'envoie parce qu'il a oublié, parce que plein d'éléments. Si finalement il y a vraiment un blocage, vous devez mettre en demeure d'obtenir l'arrêt, mais vous ne pouvez pas sanctionner d'office après. Vous sanctionnez après, mais alors, je suis pas sûre que le licenciement, enfin, ça se faisait à un moment donné, mais avec le système de l'abandon de poste qui n'est plus un motif de licenciement, mais plutôt de démission, c'est quand même beaucoup moins simple. Mais le délai des 48 heures, il n'y a pas un effet sanction licenciement d'office, mise en demeure. Alors là, ça sera pour moi, Sophie, c'est sur les adresses des contrôles. Alors, si un salarié il se met en arrêt et que vous savez effectivement qu'il est parti en vacances, quoi qu'il arrive, vous prenez votre arrêt de travail. Sur l'arrêt de travail,
S'il a indiqué une adresse différente de visite, vous devez la prendre en compte. Si c'est à l'étranger, il n'y aura pas de contrôle, hein. Par contre, s'il n'y a aucune adresse de visite sur l'arrêt de travail, vous prenez celle qui en paye. Un salarié, alors il faut savoir qu'en arrêt maladie, un salarié a quand même le droit de partir en vacances ou être à un autre lieu. Simplement, il doit demander l'accord au préalable à la CPAM et vous fournir cet accord. Si vous ne le fournissez pas, vous n'êtes pas censé savoir qu'il est parti à l'étranger. Vous pouvez lancer un contrôle à l'adresse habituelle. Il faut toujours prendre l'adresse indiquée sur l'arrêt de travail. Si rien n'est indiqué, c'est ce que vous avez en paye, même si vous savez qu'il a une autre adresse. Voilà. Alors là, j'ai une autre question pour vous, Sophie. Alors, si pathologie telle que le cancer, le salarié ne peut-il pas être déclaré inapte au travail par la médecine du travail au lieu d'allonger les arrêts de travail? Bah, le problème, c'est que malgré tout, le cancer, il faut le souhaiter. Enfin, il a le droit d'être soigné, votre salarié. Donc, le temps des soins, du traitement envisageable et qu'il faut un arrêt. L'arrêt de travail est un soin. C'est le fait d'être en repos. Après, vous avez alors cancer, c'est souvent de la maladie de droit commun, donc voilà. Si c'est un cancer bronchopulmonaire, amiante, comme on connaît sur les maladies professionnelles, souvent ils sont assez vite consolidés, notamment les surdité où ils sont consolidés dès la déclaration, mais avec des séquelles et donc d'autres conséquences financières beaucoup moins sympathiques pour l'employeur. Ça coûte, je vous parlais de 50 000 euros pour beaucoup de jours d'arrêt, mais sur les séquelles, il faut rajouter un peu plus. Donc, c'est beaucoup moins sympathique, mais sur un cancer, pensez surtout que vous espérez que le salarié va aller mieux voilà, et que ça va bien se passer, et qu'il sera guéri, ce sera mieux. Et la dernière question, que peut-on faire lorsqu'un salarié, effectivement, il a arrêté toutes les semaines par des médecins différents? Comment vérifier l'authenticité de ces arrêts auprès de l'ordre des médecins, s'ils sont authentiques? Que peut faire la CPM? Alors, normalement, effectivement, au niveau des arrêts de travail, il y a une règle, c'est que ça doit être son médecin traitant. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des zones où c'est compliqué et que on peut aller voir un autre médecin pour des arrêts. Je vous dirais que si c'était toujours le même médecin et que c'est pas son médecin traitant et qui fait 200 km, parce que ça nous est arrivé pour aller voir un médecin qui prescrit facilement des arrêts, il faut le dénoncer au Conseil de l'ordre. Là, après, il faut, je pense, prendre contact avec la CPM, en discuter avec eux. Demander à les rencontrer aussi, hein, parce que vous avez En le droit, pratique, mais En voilà. pratique, on voit que le Conseil de l'ordre ne déjuge pas leurs pairs, les Non, autres médecins, et donc en fait, on se retrouve souvent coup d'épée dans l'eau. Il y a quelques rares cas où les médecins se font retoquer parce que effectivement, tout le monde sait qu'ils font des arrêts de complaisance, mais c'est pas la majorité du temps. Et souvent, alors nous, on avait tenté à un moment donné de contester devant les tribunaux cette notion de multiplicité d'arrêts par différents médecins. Au début, ça a réveillé un peu le magistrat, mais ça a vite cessé. C'est pas un motif de contestation. Et dans ces cas-là, bah, pareil, appelez votre salarié. Demandez-lui pourquoi. Au moins, vous saurez. Et, le Conseil de l'ordre, enfin, c'est ouais. à votre disposition, hein, mais ça marche pas bien. Et j'ai une dernière question si c'est un arrêt de travail qui est prescrit par un psychiatre. Alors, moi, je vais vous donner la règle du conseil qu'on va donner à tout le monde. Quand vous avez un arrêt de travail, regardez si c'est un spécialiste ou un généraliste. Si c'est un spécialiste tel qu'un psychiatre, de toute façon, ce sera forcément un contrôle sur rendez-vous puisque la personne, elle aura des heures de sortie sans restriction d'horaire. Honnêtement, un généraliste n'ira jamais à l'encontre d'un spécialiste. Donc, je vous dirais, il n'y a pas d'utilité de lancer le contrôle. Honnêtement, voilà, avec un psychiatre, je vous le déconseille, sauf si la personne, effectivement, elle a des heures de présence à respecter. C'est rarement le cas, je ne crois pas. Normalement, il doit avoir des heures de sortie sans restriction d'horaire. Moi, honnêtement, avec le recul et l'expérience,
Ça fait quand même 20 ans que je fais du contrôle médical. Tout ce qui est spécialiste et les femmes enceintes, ne les contrôlez pas. Attendez un peu, enfin voilà, c'est pas, ça sera pas judicieux. Je pense que là, c'est plutôt de reprendre un lien avec le salarié, de discuter, de voir ce qui va pas et peut-être de mettre en place des choses pour l'aider à reprendre. Peut-être un mi-temps thérapeutique, voir, voilà, je pense que c'est plus dans la discussion que vous aurez une éventuelle reprise, mais pas un contrôle forcément médical, honnêtement. Si c'est un problème psy, ça peut être un problème RH. C'est-à-dire qu'il a un problème avec son responsable, avec la société et autres. Dans ces cas-là, il faut que vous l'appeliez pour gérer l'aspect RH, rupture conventionnelle, plein de choses, changement de poste. Et là, c'est la meilleure solution. Si, par exemple, c'est un choc psychologique suite à un accident du travail, alors des fois, on le voit nous, dans les contentieux médicaux où finalement on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout le choc émotionnel, c'est n'importe quoi. Et donc ça, c'est éliminé de l'accident du travail au niveau de la durée des arrêts avec le contentieux. Maintenant, souvent, la sécurité sociale admet comme une nouvelle lésion le choc émotionnel, le stress post-traumatique ou choc psychologique suite éventuellement à une très mauvaise opération ou une agression physique dans le cadre du travail ou un chauffeur de bus qui se fait agresser par un usager. C'est un classique, ça. Où là, et ben là, pareil, c'est surtout un problème RH. Il faut trouver une solution avec le salarié pour savoir comment lui permettre de reprendre dans les meilleures situations. Quand la personne est en arrêt pour des problèmes psychologiques, que ce soit du fait parce qu'il y a un problème relationnel en interne ou parce qu'il a subi quelque chose en extérieur, la personne ne reviendra pas, sauf parce que vous repreniez contact et trouvez une solution avec cette personne. C'est la meilleure technique. Une autre question. Un salarié qui a son médecin traitant a refusé effectivement de prolonger son arrêt, elle a été voir un autre médecin. Est-il contestable? Oui, évidemment. Pas mal, oui. Et Oui, là, ça, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça contextualise effectivement votre contrôle, là, très clairement. Il faut effectivement bien nous le dire pour qu'on puisse le transmettre au médecin. Là, il y a aucune, c'est contestable, il n'y a aucun problème. Et ben, je pense que c'est tout. Alors, il y avait la dernière slide sur les prochains webinaires. Oui. S'il ne faut pas hésiter, si vous avez des thèmes qui vous intéressent sur les prochains webinaires, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. On sera ravis de pouvoir vous aider à répondre à ce thème. On en met en place 3-4 dans l'année avec Sophie. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit mail si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets. À nous Idée, mais n'hésitez pas. Voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. On est preneuse de toutes les idées qui pourraient vous intéresser